Schlachtfelder Rundfahrten im Auto, veranstaltet durch die Basler Nachrichten. Reklamefahrten vom 25. September bis 25. Oktober zum ermäßigten Preis von 117 Franken. Unvergessliche Eindrücke, keine Passformalitäten. Voyage en promotion pour l'enfer. J'ai dans ma main un document qui, faisant culminer l'ignominie de cette époque et y apposant son sceau, devrait, à lui seul, suffire à désigner une place d'honneur sur la voirie cosmique au magma monétaire qui prend le nom d'humanité. Si toute coupure de journal fait encore une entaille dans la création, on est cette fois placé devant la certitude absolue qu'une espèce capable d'une chose pareille ne saurait plus ressentir l'offense faite à un bien plus noble. Après le formidable effondrement de notre civilisation dans le mensonge, il n'est plus rien resté à celle-ci que la vérité s'enfare de son état, si bien qu'elle en est presque arrivée au point de ne plus pouvoir mentir. Seconde partie de la Grande Table, notre invité, c'est le philosophe Jacques Bouvresse qu'on a l'immense honneur de recevoir aujourd'hui pour la publication de son dernier essai, Les premiers jours de l'inhumanité, Karl Kraus et la guerre, publié aux éditions Hors d'atteinte. Bonjour Jacques Bouvresse. Bonjour. On vient d'entendre la voix de Karl Kraus. Vous êtes philosophe, professeur honoraire au Collège de France, dont vous occupiez la chaire philosophie du langage et de la connaissance jusqu'en 2010. Ce livre, c'est le 3e que vous consacrez à Karl Kraus, satiriste, journaliste, conférencier, écrivain autrichien, figure incontournable de la vie intellectuelle viennoise du premier tiers du XXe siècle. On en a parlé d'ailleurs dans cette émission il y a peu à l'occasion de la publication par Jacques Le Rider en octobre dernier. C'était aux éditions du Seuil d'une étude sur sa vie et son œuvre. Dans leur avant-propos, l'avant-propos de votre livre, Jacques Bouvresse, vos éditeurs, Marie Hermann et Sylvain Laurence, soulignent ce qui vous rapproche de Karl Kraus, l'importance accordée au langage, la vigilance vis-à-vis des médias, ou le rôle prophétique de la satire. On parlera de tout ça, mais quelques mots peut-être pour commencer sur votre titre, Les premiers jours de l'inhumanité, qui fait référence à un livre de Karl Kraus, Les derniers jours de l'humanité, qui a été publié en France chez Agone en 2003. Un livre qui est une tragédie, en fait, on peut dire une tragédie documentaire sur la Première Guerre mondiale. Mais votre titre à vous suggère que l'apocalypse a déjà eu lieu. On est dans le jour d'après, Jacques Bouvresse. Vous voulez dire le premier jour oui, aujourd'hui, les premiers jours de l'inhumanité, c'est ce qu'on vit, j'imagine. J'hésite toujours beaucoup à utiliser ce langage apocalyptique, même quand je lis Kraus, c'est pas du tout ma tendance naturelle. Le catastrophisme, d'ailleurs, non plus. Mais Kraus a été désigné par celui qui, à mon sens, et reste son meilleur biographe, c'est-à-dire Edward Timms. Il a été désigné comme fournissant l'exemple probablement le plus extraordinaire qui ait existé de ce qu'on peut appeler un satiriste apocalyptique. C'est-à-dire quelqu'un qui réussit de façon, à mon avis, tout à fait magistrale à combiner l'exactitude précise dans la description des faits avec la capacité d'anticiper et de grossir d'une façon qui va effectivement jusqu'à évoquer, à utiliser assez fréquemment le langage de l'Apocalypse, puisqu'il fait une différence entre l'exactitude, ce qu'il appelle l'exactitude mathématique et l'exactitude apocalyptique. Donc il y a à ses yeux une façon d'utiliser le langage apocalyptique qui peut se révéler en même temps exact. Ce qui veut dire alors pour le coup que probablement ça va très mal. La question de l'exactitude de la vérité, on l'a entendu dans l'extrait de 1930 des archives de l'INA qu'on a diffusé en ouverture de cette émission, Jacques Bouvresse. Elle est au cœur de votre ouvrage, au cœur de votre réflexion sur les travaux de Karl Kraus. Vous parlez dans ce livre, évidemment, avant tout de 3 ouvrages. Troisième nuit de Walpurgis qui est sur la montée du nazisme, les derniers jours de l'humanité, on l'a dit, sur la Première Guerre mondiale. Et vous reprenez aussi, je crois que vous en avez tous les numéros d'ailleurs chez vous, c'est ce que vous dites à la fin de l'ouvrage, la revue qui a dirigé Karl Kraus jusqu'à sa mort, jusqu'en 1936, qui a débuté, je crois, en 1899, oui. Fackel, qui veut dire donc le flambeau. Et c'est là qu'il exerçait ses talents, comme vous l'avez dit, de satiriste de son époque.
Qu'est-ce qui vous inquiète, vous, aujourd'hui, le plus, Jacques Bouvresse, dans ce que décrit Karl Kraus des années 30 notamment, et de cette période très très particulière dont on craint beaucoup le retour ces temps-ci, la diffusion du faux par les médias, c'est au cœur de son travail, la montée des périls autoritaires, on le voit aujourd'hui, les démocraties sont en danger, l'apocalypse climatique qui vient, Karl Kraus nous renseigne là-dessus, aussi étonnant que ça puisse paraître, sur ce souci de l'écologie. Alors, une façon de répondre à votre question serait de remarquer que, de se reporter à l'époque de la Première Guerre mondiale. Alors, pour résumer un peu le parcours que j'ai fait, je me suis intéressé de près, d'abord, précisément au comportement de Kraus pendant les années de la Première Guerre mondiale, ensuite à son attitude au moment de l'arrivée au pouvoir de Hitler, en 1933, où il a écrit ce que je considère comme un des livres les plus remarquables et les plus profonds sur le nazisme, c'est-à-dire Troisième nuit de Walpurgis. Il a écrit ce livre après avoir connu moins d'un an d'exercice du pouvoir par les nazis, donc le résultat est absolument, à mon avis, est absolument extraordinaire. Et alors, si on regarde la façon dont Kraus a pris les choses à l'époque de la Première Guerre mondiale, il dit en gros, bonne partie des gens de tous les côtés, c'est-à-dire chez tous les belligérants, de tous les côtés, on a pris parti pour l'Europe, pour la patrie contre l'humanité. C'est-à-dire, on a fait appel massivement et souvent mensongèrement à ce qu'il appelle précisément le mensonge patriotique. Donc, une des raisons qu'on peut avoir après m'être intéressé donc à ces deux périodes, donc les années de la Première Guerre mondiale et puis l'arrivée au pouvoir des nazis, je me suis intéressé à ce qui s'était passé entre les deux. C'est l'objet principal de ce livre, c'est-à-dire à la capacité d'anticipation assez extraordinaire que Kraus a eue, puisque dès 1915 déjà, il est un des rares à envisager d'abord la possibilité d'une défaite, ce qui est rarissime, parce que de tous les côtés, on était convaincu que la guerre serait brève et qu'on allait la gagner. Alors, évidemment, du côté allemand et autrichien, comme de tous les autres. Et alors lui, il dit attention, et en particulier, attention sur un point précis, c'est-à-dire à ce qui va se passer en cas de défaite. Et là, il voit venir très clairement une guerre de l'après-guerre, c'est-à-dire, il dit la paix qui sera éventuellement conclue ne signifiera nullement la fin de la guerre, parce que les soldats voudront, qui seront de retour chez eux, voudront remporter à l'intérieur les victoires dont ils ont été frustrés à l'extérieur. Et là, on va voir se déchaîner donc une guerre qui sera à certains égards encore plus terrible et qui est susceptible de conduire, pour finir, à ce qu'il appelle la plus grande guerre. C'est-à-dire, il voit arriver, il se place dans la perspective de l'arrivée progressive d'une situation dans laquelle deviendra inévitable une guerre encore plus grande que celle qu'on appelle la Grande. Or, ce qui me semble-t-il fait l'actualité, ou en tout cas un des aspects de l'actualité de Kraus, quand on considère les choses du point de vue présent, c'est le réveil des nationalismes. C'est-à-dire, on est revenu très très nettement à ce genre d'attitude, si vous voulez, qui consiste à placer la patrie nettement au-dessus de l'humanité. C'est-à-dire, on court le risque, si vous voulez, de céder à nouveau à l'attrait de ce qu'il appelait le mensonge patriotique. Alors, vous avez évoqué aussi, je me permets juste d'en dire un mot, un autre point sur lequel Kraus est particulièrement actuel, c'est la bataille qu'il a menée pour la défense de la nature et la protection de l'environnement, où là, il était également très en avance. On y reviendra, parce que c'est aussi quelque chose qui nous parle d'aujourd'hui, dans cette articulation entre conservatisme et progressisme. Je crois que c'est l'un des enseignements qu'on peut tirer de la bataille de Karl Kraus pour l'écologie, la préservation des forêts, notamment en Autriche, Jacques Bouvresse. Mais j'aimerais tout de même vous entendre sur ce qui est au début de votre réflexion, et en tout cas de cette possibilité ou impossibilité de la guerre. On est dans une société aujourd'hui, on va dire, qui est beaucoup moins militarisée. La société est beaucoup moins militarisée que celle, évidemment, de l'Allemagne ou de l'Autriche, de l'entre-deux-guerres, et même de la France et de tous les autres pays européens. En revanche, on assiste à une forme de brutalisation des rapports, une forme de brutalisation notamment de l'espace public à travers les réseaux sociaux. Est-ce que, selon vous, ça crée une situation, des conditions qui nous rapprochent de celles des années 30 ? C'est un thème qu'on voit beaucoup aujourd'hui, le retour des années
années 30. Il ne s'agit pas de dire que l'histoire va se répéter, mais plutôt de s'interroger sur le retour des conditions qui ont rendu possible notamment l'avènement du nazisme puis la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que cette situation de la brutalisation du discours, de l'espace public, vous semble de nature à nous emmener vers ce chemin-là? Je vous demande pas évidemment de faire des prévisions, mais des prédictions non plus, mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser à vous lire, Jacques Bouvresse. Non, je répondrai jusqu'à présent, Dieu merci, non. Je ne vois pas encore de raison sérieuse de percevoir entre ce qui s'est passé au début des années 30 et ce qui nous arrive à présent autre chose que des analogies, si vous voulez. Il y a des ressemblances. Il peut absolument pas être question de parler de quelque chose comme une identité. Et du coup, en appliquant le principe, les mêmes causes produisent et produiront à nouveau les mêmes effets, de se dire ça va se passer à nouveau de la même façon. Le problème, c'est que les causes ne sont jamais les mêmes. En histoire, c'est inexact. Il y a toujours des différences dans les causes. Et là, il y a des différences qui sont extrêmement importantes. Par exemple, il y a le fait que il se trouvait qu'à la fin du livre, j'ai parlé assez longuement de l'actuel président des États-Unis, en particulier de sa tendance, si vous voulez, à pratiquer ce que Krauss appelle l'innocence persécutrice, c'est-à-dire c'est le comportement de quelqu'un qui, au fond, place toujours son propre pays dans la position de victime, qui ne fait jamais rien d'autre que de se défendre contre les abus des autres. C'est-à-dire c'est son pays, toujours le pays auquel on appartient, qui est exploité, etc., qui est obligé de se défendre contre des ennemis extraordinairement puissants, beaucoup plus puissants et surtout beaucoup moins scrupuleux. Alors, quand on fait ce genre de rapprochement, on est obligé d'ajouter immédiatement, mais ça devrait aller de soi, que jusqu'à maintenant, et Dieu merci, les institutions démocratiques dans un pays comme les États-Unis ne sont pas directement menacées. Je ne dis pas qu'on n'entend pas de temps à autre dans la bouche du président lui-même des propos qui seraient susceptibles d'être perçus comme un peu inquiétants. Ça, c'est incontestable. Mais en attendant, il n'en a pas les moyens. C'est-à-dire, il y a des institutions démocratiques qui résistent. Nous vivons nous-mêmes encore dans un pays de ce genre. Dieu merci. Donc il y a pas de raison de pousser l'analogie au-delà de l'usage raisonnable qu'on peut espérer réussir à en faire. Donc ça va pas plus loin que ça. Mais il y a en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement frappant dans la ressemblance, pour le coup étroite, qu'il y a entre les procédés utilisés, si vous voulez, c'est-à-dire par exemple l'usage systématique actuellement du mensonge, la tendance du discours politique, j'ai en tout cas cette impression, à descendre de plus en plus bas en direction de la propagande pure et simple. C'est-à-dire, si vous voulez, on a, quand vous écoutez les hommes politiques actuels, on a l'impression d'être confronté sans arrêt à des mensonges de préférence plus gros, aussi gros que possible, parce que ça, c'est un principe sur lequel Hitler avait insisté. C'est-à-dire, tant qu'à faire, il vaut mieux formuler de gros mensonges parce qu'ils sont plus facilement acceptés que les petits. Alors, j'ai l'impression d'entendre un bon nombre de gros mensonges, si vous voulez, dans le contexte actuel, et de gros mensonges qui, somme toute, sont assez bien reçus. Vous voyez, il y a des ressemblances de cette sorte. Est-ce que cette évolution produira en fin de compte des effets identiques à ceux qu'il y a eu dans la période dont nous parlons? Je ne suggère pas rien de tel, si vous voulez, mais je m'intéresse aux façons de faire actuelles, en particulier du monde politique. Ce qui interroge évidemment sur ce que peuvent les démocraties dont on dit qu'elles sont assez faibles face à la montée de l'autoritarisme, de ces propositions illibérales, comme on dit aujourd'hui, autoritaires. C'est d'ailleurs ce que suggère un autre philosophe, Michael Fossel, qui a publié un livre ces temps-ci aux presses universitaires de France sur 1938, l'année 1938, qu'il a titré Récidive, pour pas dire que les choses se reproduisent, mais voilà, qu'elles peuvent récidiver, notamment en recréant, comme on le disait tout à l'heure, certaines des conditions qui ont amené la démocratie, ou les démocraties plutôt, à se coucher, pour le dire comme ça, parce que c'est le thème de l'année 1938, face à la montée des autoritarismes. Ce que montre Michael Fossel notamment, c'est que il s'agit pas de dire que c'est la faiblesse intrinsèque des démocraties qui les a exposées à être renversées par l'autoritarisme, mais plutôt de dire que c'est de ne pas être suffisamment démocratique qui les a amenés à succomber. Je vous propose de l'écouter. Il était l'invité récemment de France Culture et il parle justement de ce livre et de cette question de ce qu'il appelle le libéralisme autoritaire. Depuis une dizaine d'années, on a tout de même une conjonction, je dirais, entre des mesures
plutôt de type néolibéral ou de dérégulation économique, en tout cas de libération du travail et du capital, comme on le dit. Conjonction entre donc des mesures de ce type et puis des mesures qui sont des mesures, si on se prend en place du point de vue cette fois-ci disons de l'état de droit ou des aspects juridiques de notre constitution, des mesures de type sécuritaire. Je rappelle en 20 ans, 20 lois de type sécuritaire, c'est-à-dire reprenant sur des questions diverses d'ailleurs, revenant sur un certain nombre de libertés publiques. Autrement dit, là aussi, il y a quelque chose comme la naissance, dans deux contextes, et j'y insiste évidemment différents, d'une forme de libéralisme autoritaire, c'est-à-dire que pour que des mesures sociales relativement impopulaires, elle l'était hier et elle le semble l'être aussi depuis quelques années en France, pour qu'elle passe, eh bien il y a ce sentiment qu'il faut par compensation en quelque sorte donner à une opinion publique qu'on suppose chauffée à blanc dans ce domaine, lui donner satisfaction dans le domaine de l'ordre ou de la remise en ordre du pays. Jacques Bouvresse, on entend dans les propos de Michael Fossel des éléments qui sont essentiels pour la lecture de Karl Kraus et à la lecture de votre livre, Les premiers jours de l'inhumanité, que vous avez publié donc aux éditions Hors d'atteinte. C'est à la fois cette question de l'opinion publique, c'est la question du libéralisme, de la vérité, c'est la question aussi de l'économie. On entendait Karl Kraus tout à l'heure dire cet être monétaire qui a remplacé l'humanité. Ce sont des éléments qui vous inquiètent aussi. Tout à fait. Puisque nous parlons de Kraus, il faut peut-être dire immédiatement en ce qui le concerne que c'était un ennemi farouche évidemment du capitalisme libéral, c'est-à-dire la combinaison de démocratie, disons au moins apparente, et c'est la démocratie au moins apparente combinée avec le règne universel du capitalisme libéral, et tout particulièrement, parce qu'il avait déjà insisté là-dessus, l'emprise que désormais le capitalisme financier exerce sur le capitalisme proprement économique, productif et économique. C'est quelque chose contre quoi il s'est battu férocement, pratiquement depuis les débuts de la FACEUL, donc 1899, donc déjà dans les... Donc la revue qu'il dirigeait à Vienne. Vous en avez parlé il y a un instant. Donc, alors le cas de Kraus est compliqué, si vous voulez. Il est compliqué parce que il a donc cette hostilité radicale à la combinaison de liberté politique au moins apparente et de liberté économique déchaînée en quelque sorte. Vous avez parlé de dérégulation, etc. Donc Kraus s'est battu à l'époque contre une version du capitalisme en Autriche qui était encore assez proche à ses yeux du capitalisme sauvage. C'est-à-dire le capitalisme, par exemple, britannique, qui était ce qu'il appelle le manchesterisme, qui était nettement plus avancé, avait tout de même fait quelques progrès. Si vous voulez, par exemple, les ouvriers travaillaient nettement moins longtemps, etc., etc. Soit dit en passant, le père de Wittgenstein était un des représentants assez typiques de ce que Kraus a combattu comme étant donc la version autrichienne du grand capitalisme. Donc, il était tout à fait hostile, si vous voulez, à ce qui était en train de se passer du point de vue économique. Il s'est d'un bout à l'autre considéré comme placé du côté des plus pauvres et des plus défavorisés jusqu'à la fin. Et ce qui est étonnant, c'est que même quand il s'est rallié Adolphus contre la social-démocratie. C'était donc le chancelier fédéral d'Autriche qui a pris un tournant, on va dire, très autoritaire au début des années 30, oui. Oui, absolument. Alors, Dollfuss, a commencé, lui, clairement par décréter des mesures absolument de répression féroce contre les partis de gauche et les syndicats. Et alors, d'une façon qui a énormément surpris ses amis et ses partisans, Kraus s'est néanmoins rallié à lui parce que il pensait que c'était la seule chance, plutôt réduite d'ailleurs, que l'Autriche conservait de réussir à échapper à la mainmise de Hitler. Alors on peut juger qu'il aurait mieux fait sans doute de faire confiance aux démocraties. Il n'avait aucune confiance dans la capacité de la démocratie à résister à la menace du nazisme. Vous évoquez ce problème. Oui, il avait l'exemple sous les yeux évidemment de l'Allemagne, et ça a donné lieu à des réflexions évidemment à l'époque de certains intellectuels allemands en exil qui ont parlé de démocratie militante, c'est-à-dire que faire quand la démocratie est
est impuissante à juguler la montée de l'autoritarisme, ceux qui justement veulent sa mort. Il faut que la démocratie abandonne son fondamentalisme et utilise des moyens pour, à l'intérieur, on l'entendait, la question de l'autoritarisme évoquée par Michael Fossol à l'instant, interdit certains partis, par exemple, limite le droit de réunion, le droit d'expression, prennent des lois contre les discours de haine, par exemple. Et donc, on est là aussi dans une question qui est très actuelle, c'est-à-dire, est-ce que les démocraties doivent se défendre avec des outils qui sont non démocratiques, ou en tout cas non libéraux, ou est-ce que, en ne le faisant pas, elles s'exposent à mourir, ou en tout cas à toutes les menaces, Jacques Bouvresse? Alors, j'hésite fortement, je l'avoue, à adopter une position extrêmement ferme dans un sens ou dans l'autre, parce que, comme vous le rappeliez vous-même, c'est extrêmement compliqué. Si on se réfère à ce qu'a été le problème à l'époque de Krauss, on voit que lui, par exemple, au fond, il n'avait jamais eu une confiance complète dans la démocratie. C'est-à-dire, après, à la fin de la Première Guerre mondiale, il est devenu radicalement anti-monarchiste, donc il a estimé que la monarchie devait disparaître. Il est devenu du coup républicain, et il a commencé par sympathiser fortement avec le Parti social-démocrate. Puis il s'est aperçu progressivement que le Parti social-démocrate, on ferait d'ailleurs le même genre de reproche à présent à la gauche de gouvernement, comme on l'appelle, celui d'avoir pactisé beaucoup trop avec la bourgeoisie, de n'avoir pas été suffisamment de gauche, etc. Et là, à ce moment-là, il s'est d'ailleurs rapproché un peu, pendant un temps, du petit parti communiste. Il y avait un petit parti communiste en Autriche. Il s'est rapproché de ce parti. Il a fait de nombreuses lectures publiques devant des auditoires ouvriers, qu'il appréciait particulièrement. Mais il y a une chose qui reprochait, je crois, fondamentalement à la démocratie, et est aussi une question qui se pose, c'est le fait que d'après lui, il y a très peu de raisons de croire que un État démocratique peut être réellement un État social. Je dis ça parce que il a été confronté à ce genre de questions au cours d'un procès qu'il a eu avec un poète qui écrivait, si je me souviens bien, sous le nom de Sonnenschein. Et je ne sais plus à la suite dans quel contexte exactement, il a été amené à dire une chose que je crois y penser profondément. C'est-à-dire, si on veut réaliser vraiment un État social, il faut être prêt à utiliser des méthodes autoritaires. Alors vous allez me dire, c'est exactement ce qui s'est passé, évidemment, en Union soviétique et dans un bon nombre d'autres pays, mais il voulait surtout pas de ça. Non plus, si vous voulez. Alors, si je peux me permettre, j'ai amené un texte de lui que j'aimerais vous citer, qui est bref d'ailleurs, où il est question du communisme. Et il dit ceci: mon avis, c'est que le communisme en tant que réalité n'est que le contraire de leur idéologie, il veut dire des capitalistes, des exploiteurs, n'est que le contraire de leur idéologie qui fait fi de la vie humaine par la grâce d'une origine idéale et d'une plus grande pureté. Que le diable emporte sa pratique, mais que Dieu nous le conserve comme une menace constante au-dessus de ceux qui possèdent des biens et qui, pour les protéger, aimeraient envoyer tous les autres au front de la famine et de l'honneur patriotique en les berçant de la consolation que les biens matériels ne sont pas les biens suprêmes. Vous voyez, ça c'est très parlant. Et on retrouve cette idée de l'humanité, de la défense de l'humanité comme centrale finalement, comme politique chez Karl Kraus. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, selon vous, peut servir à répondre à la situation à laquelle on fait face, cette défense avant tout de l'humanité? C'est-à-dire, oui, j'espère que la lecture de Kraus pourrait peut-être, et c'est peut-être le maximum qu'on peut espérer, amener les gens à se méfier un peu plus de ce qu'il appelait le mensonge patriotique. Parce que derrière cet appel au patriotisme, il y a quand même très souvent des contre-vérités, qui sont parfois assez énormes, et qui malgré tout ont l'air de rencontrer la faveur d'une partie non négligeable du public. C'est ça que je trouve inquiétant. Et une chose qui va de pair avec ça, j'y pensais en songeant à une création verbale assez remarquable de Kraus à propos de ce qu'on peut lire dans les journaux au moment de l'arrivée au pouvoir des nazis. Il parle d'irnationalisme. L'irnationalisme, c'est une combinaison de patriotisme poussé jusqu'au nationalisme et de culte systématique de l'irrationalité, de la mythologie, etc. On a des exemples constants
de cette combinaison mortifère de ces deux éléments, voyez. Avec évidemment cette question au cœur de la réflexion de Karl Kraus, de la vérité et du rôle que peuvent jouer notamment les hommes politiques, les journalistes aussi, qui en prennent, si vous me passez l'expression pour leur grade, dans la pensée de Karl Kraus. La question se pose aujourd'hui, on parle beaucoup de fake news, de vérité alternative. Vous avez évoqué tout à l'heure le concept d'innocence persécutrice, utilisé beaucoup par Donald Trump, notamment aujourd'hui, c'est-à-dire se présenter comme une victime, accuser les autres des atrocités qu'on commet soi-même. On voit qu'il y a une manipulation de la vérité, du réel aujourd'hui, à laquelle notamment les médias ont du mal à répondre et même participent à sa diffusion. C'est en tout cas ce dont on a l'impression en vous lisant, Jacques Bouvresse. Oui, là, si vous voulez... On retrouve votre critique des médias que vous portez depuis un certain nombre d'années. Oui, ça, c'est ce que j'avais fait principalement, pas uniquement, mais principalement dans le premier livre que j'ai consacré à Kraus. Schmock ou le triomphe du journalisme. Le triomphe du journalisme. Alors, le titre je l'avais conçu sur le modèle de Knock ou le triomphe de la médecine, donc de Jules Romain, ce dont la presse d'ailleurs ne s'était pas aperçue. C'est ça qui est assez amusant. Mais oui, bien sûr. Alors c'est une chose qui a beaucoup compté pour moi à un moment donné, parce que j'ai eu vraiment l'impression, un peu à la manière de Kraus, que la presse était en train de devenir une espèce de pouvoir véritablement démesuré, si vous voulez, et contre lequel on n'avait pas tellement de moyens de défense, si vous voulez. C'est-à-dire, je continue à me poser un peu la question, est-ce que la presse a réellement en face d'elle des contre-pouvoirs suffisants? Bon, je n'en suis toujours pas complètement convaincu, mais je ne suis pas en train de dire évidemment qu'il faut limiter de quelque façon que ce soit la liberté de la presse. Je ne pense évidemment rien de tel. Mais de façon plus générale, je me suis posé la question, bien sûr, du rapport de la presse à la vérité, mais aussi celle du rapport de la philosophie contemporaine à la question de la vérité, et celle donc de l'attitude qu'elle a adoptée de façon assez largement dominante, c'est-à-dire qui a consisté à, me semble-t-il, à encourager systématiquement à se méfier, à la méfiance à l'égard de la notion de vérité, celui qui à partir d'un certain moment a commencé à être considéré comme toujours plus ou moins oppressif. À l'arrière-plan de la vérité, il y a toujours un pouvoir qui cherche à l'imposer et qui sous cette apparence cherche en réalité à défendre des intérêts particuliers, etc. Vous visez là des philosophes importants, comme Deleuze, Foucault. La question de la déconstruction, évidemment, est au cœur de cette critique que vous portez. Récemment, il y a un autre ouvrage d'un philosophe italien, Maurizio Ferraris, qui est sur la post-vérité et autres énigmes, et où, dans un chapitre sur les trompettes de Trump, c'est son expression, il parle justement de toute une tout un courant de la philosophie hérité de cet aphorisme, on pourrait dire, de Nietzsche. Il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprétations. On en est là aujourd'hui, c'est ça qui pose problème. Je sais pas si on en est exactement là, mais c'est vrai que cette affirmation de Nietzsche, il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprétations, et même ceci est une interprétation, ajoute-t-il. Si vous voulez, ça a pris l'aspect d'un véritable slogan, si vous voulez, qu'on ressort à chaque fois que quelqu'un se met tout d'un coup à dire, même si c'est avec prudence, vous savez, il y a quand même des faits réels. Bon, ils sont têtus en général. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est chacun sa vérité. Exactement. En quelque sorte. Il y a une tendance très nette à considérer que la notion de vérité avait besoin d'être démocratisée. On pourrait dire ça comme ça. Et si on va jusqu'au bout, et si la démocratie, le raisonnement démocratique se transforme plus ou moins, comme ça arrive assez souvent en raisonnement démagogique, on en arrive assez facilement à dire que chacun a le droit d'avoir la vérité qui lui convient. Et ce qui semble être largement le cas. Alors, ce que je pourrais reprocher à la philosophie, disons au maître à penser de la philosophie que j'ai connu, dont j'ai été l'élève de certains d'entre eux, c'est pas tellement, si vous voulez, qu'ils aient manqué de considération pour la vérité, je ne les soupçonne pas à titre individuel d'avoir adopté une attitude de ce genre, mais c'est qu'ils ne l'ont pas défendue, c'est-à-dire ils n'ont rien fait pour convaincre les gens qu'elle avait besoin d'être défendue, elle n'est pas naturellement, elle n'est pas susceptible de s'imposer sans qu'on fasse des efforts pour y parvenir. Donc c'est là qu'à mon avis il y a un problème, parce qu'on se trouve aujourd'hui un peu démunis.
Si vous dites il y a quand même des faits, évidemment, on voit immédiatement quelqu'un qui arrive armé avec les armes de Nietzsche, qui vous explique que non, il y a des interprétations, il y en a autant qu'on veut. Alors on assiste à des choses qui sont tout de même étonnantes. Je pense par exemple au tournant qui a été pris par quelqu'un comme Bruno Latour, celui qui pendant longtemps nous a répété, ça me mettait passablement en colère, que les théories scientifiques ne sont que des constructions sociales plus ou moins arbitraires, pas forcément très différentes des fictions romanesques, etc., et même probablement pas différentes du tout. Et puis jusqu'au moment où, voyant ce qui est en train de nous arriver, quand on voit des négationnistes déchaînés qui nient d'abord la réalité du changement, du réchauffement climatique, et ensuite la contribution que les activités humaines y apportent. Et à ce moment-là, il dit mais peut-être quand même que la science, est capable de mettre en évidence des faits objectifs et des réalités objectives. Alors je trouve ça quand même un peu infantile, c'est-à-dire on peut pas confier le soin de décider aux humeurs d'un philosophe. Il faut quand même essayer de regarder, c'est-à-dire le philosophe qui se dit à un moment donné, s'en prendre systématiquement à la vérité, ça a un effet libérateur, donc on le fait. Et puis quand on voit que ça va trop loin, que ça devient dangereux, on adopte une position inverse. Alors cette attitude m'a toujours indisposé très fortement. Et je dois dire que je suis probablement de ce point de vue quelqu'un d'assez excentrique, parce que je pense que je suis avec Badiou, c'est un des rarissimes points sur lesquels je suis d'accord avec lui, je suis à peu près le seul à avoir pris ouvertement depuis toujours la défense de la notion de vérité objective. Je ne nie aucunement qu'on puisse abriter des projets on ne peut plus suspects et répressifs derrière une invocation d'idéaux comme la vérité, ça c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne servent qu'à ça. On a besoin d'eux pour d'autres choses. Quel est le rôle alors aujourd'hui que vous donnez aux intellectuels, si on peut employer ce terme? On a vu qu'ils étaient reçus récemment à l'Élysée. On a diffusé l'intégralité sur France Culture. C'est donc bien qu'on leur accorde une certaine importance encore en France aujourd'hui. Or, vous venez de le dire, il y a évidemment des oppositions, il y a évidemment des discussions dont il n'est pas toujours facile de saisir toutes les nuances, même si on s'y efforce sur cette antenne d'en apporter un certain nombre. Quel est le rôle que Karl Kraus, par exemple, donnait aux intellectuels, et quel est celui que vous leur donneriez, vous, aujourd'hui, Jacques Bouvresse? En ce qui concerne Karl Kraus, je crois me souvenir que Bourdieu, qui le connaissait assez bien, il l'avait connu, je crois, par quelqu'un qui s'appelait Clemens Heller, qu'il avait fréquenté à l'époque où il était aux hautes études. Et une des choses qu'il appréciait pour sa part chez Kraus, c'était le fait que Kraus avait osé pratiquer ouvertement la critique du monde intellectuel. Et ce qui est exact, si vous voulez. Il n'a jamais, il a attaqué très durement la presse, mais il n'a pas pour autant, il n'a pas ménagé beaucoup plus le monde intellectuel. On pourrait donner de nombreux exemples de la façon dont, à ses yeux, les intellectuels se sont déshonorés, notamment pendant les années de la Première Guerre mondiale, où certains d'entre eux, évidemment, par exemple comme Alfred Kerr, qui écrivait sous le nom de Gottlieb, qui publiait des poèmes va-t-en-guerre, des poèmes de guerriers, et qui est devenu après la guerre immédiatement un pacifiste fervent. Donc il y a eu aux yeux de Kraus ce qu'on a appelé des côtés français une trahison des clercs. Et puis il s'est aperçu que les intellectuels n'avaient pas changé de ce point de vue, c'est-à-dire qu'ils étaient toujours un peu capable de se montrer toujours à peu près aussi servile en face du pouvoir politique, mais également évidemment du pouvoir médiatique, comme on dirait aujourd'hui. Donc les intellectuels ne lui inspiraient pas une très grande confiance. Oui, dans la troisième nuit de Walpurgis, il dit « En ce qui me concerne, je n'ai aucune idée sur Hitler », et c'est une façon aussi de dire à quel point il trouve sidérant la façon dont Hitler a réussi à rendre idiots, stupides des intellectuels. C'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent sur la montée du national-socialisme, c'est comment une société aussi intellectuelle que la société allemande, et puis la société autrichienne évidemment de l'époque, a pu tomber pour ces mensonges aussi éhontés, aussi gros. Vous avez lu, je crois, l'intégralité de Mein Kampf
Kampf pour préparer ce livre. Je ne sais pas si dans quel état on ressort d'une telle lecture, Jacques Bouvresse, mais voilà, c'est vrai que c'est une question qui aujourd'hui... Si vous voulez, la lecture ne me pose pas de problème. Je me souviens d'avoir posé la question à Raymond Aron, il était en Allemagne, il a entendu les discours de Hitler. Bon, il m'a dit que ça ne produisait aucun effet sur lui. Bon, naturellement, la lecture de Mein Kampf n'a produit aucun effet susceptible d'atténuer à mes yeux le caractère fondamentalement mensonger, criminel d'un bout à l'autre de l'entreprise hitlérienne. Mais le fait est que alors Krauss dit, vous avez cité vous avez évoqué en tout cas le passage où il dit que peut-être plus encore que les gens ordinaires, qu'auprès des gens ordinaires, Hitler a réussi une performance étonnante. Il a réussi à rendre idiot, enfin à rendre stupide une bonne partie du monde intellectuel. Et il dit ailleurs que la façon dont il les a rendus stupides, c'est ce qui a consisté à leur faire accepter ce qu'il appelle le sacrifice de l'intellect, si vous voulez, c'est-à-dire à renoncer, si vous voulez, complètement à utiliser leur intellect pour essayer d'évaluer réellement la situation. Merci beaucoup Jacques Bouvresse. Les premiers jours de l'inhumanité, Karl Kraus et la guerre, c'est donc publié aux éditions Hors d'atteinte. Merci d'être passé pour en parler et nous parler de ce retour, ou en tout cas de cette évocation des années 30 qui occupe beaucoup l'actualité éditoriale ces jours-ci. La Grande Table idée, c'est Maya Neshkovitch et Laura Dutèche-Pérez. Grande Table culture, Oriane Delacroix et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse de Antoine Suzarelli et de Mathilde Ton-Fourcade. À la réalisation aujourd'hui, Milena Ellig, et à la technique, Alex Dang.